Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur le langage en philosophie. Nous allons tout d'abord aborder la définition du langage en philosophie, ainsi que les concepts et repères liés à cette notion, avant d'évoquer quelques citations pour parfaire votre copie de dissertation. Dans un premier temps, nous allons définir le langage. Il se caractérise par la capacité permettant d'exprimer des pensées à l'aide de signes. Attention, il faut bien différencier le langage de la langue, qui est un ensemble institué de signes et de règles grammaticales que partage une communauté humaine donnée. Il faut également le différencier de la parole, qui constitue un usage singulier du langage par un individu, une utilisation concrète qu'a chaque individu de la langue. Le langage permet donc d'user d'un système de signes pour désigner des choses présentes ou absentes, réelles ou imaginaires. Mais alors, le langage ne condamne-t-il pas les hommes au malentendu ou à la manipulation ? Bergson nous met en garde contre ce piège, car les mots ont un sens général. La feuille désigne tous les types de feuilles sur tous les arbres possibles. Il s'agit donc d'utiliser un mot général pour exprimer quelque chose de particulier. C'est pourquoi, selon lui, les mots nous rendent aveugles à l'individualité des choses. Au-delà de ça, le langage joue un rôle dans la société. Tout d'abord, lorsque je parle, je ne transmets pas seulement un contenu informatif. J'adopte un ton, une attitude, un accent qui traduisent ma position sociale. La parole n'est donc pas neutre. Nous pouvons nous demander si le langage est le propre de l'homme. À cela, Descartes répond que l'homme est le seul être vivant qui possède le langage, qui parle. Et il dit même que la parole ne convient qu'à l'homme seul. Montaigne cependant expliquait que beaucoup d'animaux possèdent un langage, et que les hommes ne le comprennent tout simplement pas. De plus, le langage peut être un instrument de domination, puisqu'il permet de convaincre et de persuader. Le langage donne le pouvoir de convaincre, c'est-à-dire de produire l'accord des esprits. Tel est le cas lorsque le locuteur fonde son discours sur les définitions strictes et enchaîne de manière cohérente et rigoureuse les énoncés. Le discours est alors rationnel et produit une vérité en droit partagée par tous les hommes. Il peut arriver que le locuteur ne respecte pas ces règles et use volontairement du langage, non comme d'un vecteur de vérité, mais comme d'un instrument de persuasion. Le discours produit paraît alors vraisemblable, mais n'en reste pas moins de l'ordre du mensonge. Le locuteur peut persuader en jouant notamment sur les mots, les sons, les figures de style et le ton. Les paroles ne s'adressent donc pas seulement à notre intelligence, mais aussi à notre sensibilité. Le langage peut être un instrument de domination, mais en utilisant une élocution creuse. Tel est le cas des orateurs qui utilisent la rhétorique, décrite par Socrate dans le Gorgias de Platon. Vide de connaissances, la rhétorique est, selon l'aveu même du sophiste Gorgias, le pouvoir de persuader par ses discours les juges au tribunal, les sénateurs dans le conseil, les citoyens dans l'assemblée du peuple. Selon Socrate, le discours rhétorique est une forme de flatterie adaptée à ceux qui l'écoutent. L'orateur dit à son public ce qu'il souhaite entendre. Son but n'est pas de produire le plus grand bien, en cherchant à élever les citoyens à la vertu, mais de plaire au plus grand nombre. Attisant les peurs sans objet et suscitant les espoirs souvent délirants, le rhéteur manipule les affects de son auditoire. Comme l'explique Gorgias, avec ce pouvoir, il est possible de faire de tout homme son esclave. L'utilisation de la rhétorique comme instrument de domination est particulièrement patente dans les champs de la séduction amoureuse, de la publicité ou encore de la politique. De plus, peut-on tout dire par le langage ? Nous pensons ici instinctivement à la liberté d'expression et à notre légitimité à exprimer un point de vue, mais en réalité, cela questionne aussi la capacité du langage à dire parfaitement le monde. Le langage est constitué de mots qui, à l'exception des noms propres, traduisent des genres, ce qui fait de lui une nomenclature. Ainsi, quand nous disons « le loup », nous visons peut-être un loup singulier, mais le mot que nous utilisons est comme une étiquette qui pourrait être collée à un grand nombre d'animaux similaires. Ainsi, le langage qui découle de la nécessité pour l'homme de s'adapter au monde retient seulement des choses leur fonction la plus commune et leur aspect banal. C'est l'idée de Bergson. Il s'agit alors de communiquer avec la plus grande efficacité, c'est-à-dire en occultant les détails afin de transmettre un message utile qui suscite les conditions les plus appropriées. Bergson explique qu'il en va de même pour nos propres états d'âme, qui se dérobent à nous
dans ce qu'ils ont de personnel, d'originellement vécu. C'est ainsi que le langage voile sous des catégories générales les nuances singulières de nos sentiments. Il n'en demeure pas moins que, ce faisant, l'individualité nous échappe. Nous ne pouvons faire autrement que nous mouvoir parmi des généralités et des symboles qui n'expriment pas la singularité des choses et de nos états d'âme. C'est ainsi par exemple que nous disons identiquement « je t'aime » à un parent ou à un conjoint, alors même que nous savons bien que nos états d'âme sont très différents. Une conclusion semble donc devoir s'imposer. Le langage n'a pas la capacité de tout dire, il se borne à exprimer des généralités. Il y aurait donc de l'ineffable. Pour Hegel, prétendre penser sans les mots est une tentative insensée qui ne peut conduire qu'à la folie. Ainsi, contrairement à un préjugé courant, l'ineffable n'est pas ce qu'il y a de plus haut et de plus raffiné, mais une pensée obscure qui n'est qu'à l'état de fermentation et qui ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot. Autrement dit, le sentiment de ne pas trouver les mots adéquats pour exprimer une expression n'est rien d'autre que le signe d'une absence de pensée. Nous allons aborder le déterminisme linguistique. Il s'agit d'une thèse selon laquelle le langage détermine la pensée. Dans le roman 1984 de George Orwell, l'auteur imagine une société qui contrôle la pensée de ses concitoyens, en interdisant l'usage de certains mots. Si, comme le dit Hegel, c'est dans les mots que nous pensons, alors on ne pourrait pas penser ce que l'on ne peut pas nommer. Il y aurait ici donc une restriction de la liberté de penser. Nous allons maintenant aborder d'autres citations. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont, des métaphores qui ont été usées et vidées de leur force sensible. Nietzsche. Bergson disait « Nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. » Cette citation exprime l'idée que notre perception de la réalité est souvent médiée par des concepts, des préjugés, des catégories linguistiques. Au lieu d'appréhender directement les choses en elles-mêmes, nous nous fions aux étiquettes que nous leur apposons, qui sont donc des constructions culturelles, sociales et linguistiques. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos sur des notions de philosophie. À très bientôt sur la chaîne.